Alexandre Delval, bonjour. Bonjour. Alexandre Delval, que se passe-t-il en Syrie? La Syrie est en train de s'embraser de toutes parts. Il y a plusieurs fronts qui sont en train d'être menés en même temps. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu davantage? Oui, alors ce qui se passe est quand même assez inquiétant, mais c'est assez logique. La géopolitique, c'est mécanique. On a la Syrie qui n'avait pas réglé son problème définitivement après la guerre civile syrienne. On avait dit que ça allait mieux, mais ça n'a jamais été réglé, puisque à l'est de la Syrie, jusqu'à la frontière irakienne et dans la zone et vers le sud-est jusqu'à Deir el-Zor, il y a un quart de la Syrie qui appartient aux Kurdes, élargi à des alliés arabes, mais c'est les fameuses forces de défense syriennes, c'est des Kurdes du YPG, le mouvement kurde séparatiste, qui est très proche des Kurdes de Turquie d'ailleurs, qui est élargi à des alliés arabes, donc c'est des Kurdes qui dirigent un mouvement arabo-kurde, et ils ont à peu près multiplié par 3 leur territoire, et celui qu'ils avaient, la région kurde traditionnelle, et ils occupent un quart de la Syrie. À l'ouest, on a une autre poche qui échappe au régime syrien, c'est la zone d'Idlib, et qui va jusqu'aux portes de Alep, qui était menacée depuis des mois, on le savait, hein, Alep et Idlib, c'est tout près, c'est la zone nord-ouest de la Syrie, où les Kurdes ont été déjà frappés à plusieurs reprises par plusieurs interventions turques, mais il y avait par contre la plus grande poche d'anciens membres d'Al-Qaïda et même de membres d'Al-Qaïda. Il y avait à peu près 10 à 12 000 membres d'Al-Qaïda, des soldats ou des djihadistes d'Al-Qaïda. Il y a aussi des poches résiduelles dans plusieurs endroits de la Syrie de gens de Daesh, et il y a des anciens d'Al-Qaïda qui viennent de prendre Alep, ce sont eux, le Hayat Tahrir el-Sham, donc c'est l'organisation de la libération de la Syrie, parce que Sham, dans le langage biblique, ça veut dire la Syrie, hein, c'est comme Daesh, hein, ça veut dire Dawla al-Islamiyya fi Irak ou el-Sham, c'est-à-dire l'État islamique en Irak et en Syrie. Donc quand on dit le Sham, dans le langage un peu djihadiste, dans la phraséologie djihadiste, le Sham, ça veut dire la Syrie. Et ce Hayat Tahrir el-Sham, HTS, qu'on l'appelle, parfois on écrit HTC, parce que Sham, on peut l'écrire avec un S ou un C, c'est les mêmes. C'est un ensemble de plusieurs mouvements djihadistes d'origine salafiste. Certains auraient évolué vers une autre forme de l'islam, une autre forme d'islam qui est plus compatible avec la Syrie, un islam soufi fondamentaliste comme il en existe aussi en Turquie ou ailleurs, du genre un peu Naqshband, mais d'autres seraient restés des purs salafistes. Alors là, les experts ne sont pas d'accord entre eux, j'ai encore vu des échanges là-dessus, mais en gros, ce sont des gens d'origine salafiste qui étaient financés tantôt par l'Arabie Saoudite, tantôt par le Qatar, qui apparemment ne le seraient plus et qui seraient aujourd'hui fortement aidés par la Turquie, et notamment les services secrets turcs, le MIT, qui les utilisent face à des Kurdes qui d'ailleurs ont été délogés dans la zone d'Idlib. Des Kurdes ont perdu des positions récemment, les dernières poches kurdes. Donc voilà, pour résumer, ce qu'il se passe en Syrie, c'est que les Russes étant occupés en Ukraine et le Hezbollah ayant été affaibli par la guerre Israël-Hezbollah qui a décapité non pas tous les soldats du Hezbollah, qui restent nombreux, mais toute la direction du Hezbollah a été décapitée, un stock d'armes du Hezbollah a été décapité, des attaques sur des pagers et des talkie-walkie, quelque chose d'assez proche de ce qu'on a vu au Liban, s'est produit également en Syrie. Des chefs, depuis un an, ont été à plusieurs reprises frappés, tués, attrapés en Syrie. Et donc le Hezbollah n'a pas été affaibli uniquement au Liban, mais également en Syrie, mais également aussi des chefs iraniens, des bases iraniennes, des milices chiites pro-iraniennes, irakiennes ou libanaises, ou d'autres pays, parce qu'on a vu des militants chiites venir servir des légions pro-iraniennes depuis la guerre civile syrienne en provenance de plusieurs pays, même certains d'Afghanistan ou d'Asie centrale. Donc voilà, pour planter le décor, on a 2 grandes coalitions, parce que ce sont des groupes coalisés eux-mêmes composites. HTS, qui réunit plusieurs groupes anciennement salafistes, pro-Saoud ou pro-Qatari, et dont le noyau, c'est le noyau de M. Mohamed Joulani. Joulani, c'est quelqu'un d'extrêmement connu dans le djihadisme, puisque c'est un ancien d'Al-Qaïda, qui ensuite est resté proche d'Al-Qaïda. Dans la guerre civile syrienne, il s'est disputé avec le chef el-Baghdadi de Daesh, alors qu'il venait de la même mouvance, et ensuite on a eu la scission entre Daesh et Al-Qaïda, et lui, il a bien sûr été membre de Jabhat al-Nusra. Nosra, c'est ce qui est devenu ensuite le HTS. Al-Nosra, en fait, c'était la branche
syrienne d'Al-Qaïda. Donc d'un côté le HTS, qui sont des anciens d'Al-Qaïda coalisés avec d'autres groupes salafistes qui n'étaient pas d'Al-Qaïda, mais le cœur reste des anciens d'Al-Qaïda. Ils ne sont pas en guerre contre Al-Qaïda, mais parfois ils ont des accrochages avec Al-Qaïda, donc on ne peut plus les réduire à ce qu'ils étaient jadis. Ils sont un peu plus complexes que jadis. Et de l'autre côté, plus vers l'est, on a des groupes de l'armée nationale syrienne. En gros, ce n'est pas du tout l'armée nationale syrienne officielle, ce sont des anciens de l'armée syrienne coalisés avec des groupes pro-turcs et turkmènes de Syrie, très composites, les anciens de Murat Sultan et d'autres organisations, donc des pro-turcs, des turkmènes de Syrie pro-turcs, des Syriens anciennement militaires de l'armée syrienne, et ils ont formé la fameuse armée syrienne libre pendant la guerre civile syrienne. Ensuite, ils ont changé de nom, se sont un peu recomposés, et c'est devenu l'ANS, l'armée nationale syrienne, qui est en fait pas du tout l'armée officielle, mais un groupe de rebelles, qui eux sont encore plus clairement avec les Turcs. Ils sont financés par les Turcs, ils sont armés par les Turcs, et le but des Turcs, pour terminer sur cette première question, on verra d'autres acteurs si vous le voulez après, mais les Turcs depuis des années, et je ne dis pas ça pour défendre la Turquie, si nos amis arméniens nous regardent, ou kurdes ou autres, je reçois souvent des commentaires sur les vidéos, oui vous êtes pro ceci, pro cela, non, on se met à la place des acteurs. La Turquie a un problème majeur en Turquie, qui est les Kurdes, qui sont les Kurdes du PKK, et même quand ils ne le sont pas, les Turcs voient toujours le PKK derrière toute action kurde, et il se trouve que les Kurdes du PKK, avec leur chef Abdullah Öcalan, sont très liés aux Kurdes de Syrie, alors qu'ils ne sont pas liés aux Kurdes d'Iran et d'Irak. Donc il y a des Kurdes dans 4 pays, Iran, Irak, Syrie et Turquie, et les seuls Kurdes qui sont structurellement et idéologiquement très liés aux Kurdes de Turquie, ce sont les Kurdes de Syrie, les fameux du groupe YPG, qui a ensuite créé les FDS dans l'est de la Syrie et qui tient un quart de la Syrie. Et à jadis, les Kurdes de Syrie avaient beaucoup moins qu'un quart de la Syrie. Ils ont élargi leur territoire pendant la guerre civile syrienne, profitant de l'affaiblissement de l'État syrien. Ensuite, quand l'État syrien a gagné la guerre civile, ils ont un peu perdu certains territoires, et Bachar el-Assad, bien que composant avec eux de temps en temps, ne voulait pas leur laisser une autonomie, mais il n'est pas allé très loin dans la lutte contre la présence kurde. Il n'a pas voulu négocier avec Erdogan une sorte d'accord pour réduire un espace pro-kurde trop important en Syrie, qui était considéré par la Turquie comme un ennemi, une base arrière pour l'ennemi interne des Turcs. Le refus obstiné de Bachar el-Assad de tout accord avec les Kurdes, avec les Turcs, alors un pro-syrien me répondra « Oui, mais c'est dégueulasse ce que vous dites, parce que… » Mais bien sûr, là je me mets du point de vue des Turcs. Si je me mets du point de vue des Syriens, bien entendu, les Syriens n'ont pas à donner aux Turcs tout le nord du pays, parce que les Turcs voudraient une bande de sécurité qui ferait tout le long de la Syrie jusqu'à l'Irak, et au moins 30 km de profondeur, une énorme bande que la Turquie a déjà obtenue à moitié vers l'ouest. Elle a déjà délogé des Kurdes, elle les a remplacés par des milices arabes ou turkmènes pro-turcs, et la Turquie voudrait élargir à tout le nord de la Syrie jusqu'à l'est une énorme bande de sécurité qui empêcherait le Kurdistan d'avoir un lien avec les Kurdes de Turquie, et qui permettrait de reloger, autant en profiter d'une pierre deux coups, ça permettrait aux Turcs de reloger 3 à 6 millions, parce qu'on ne sait pas le chiffre exact, il y en a énormément, 3 à 6 millions de Syriens globalement sunnites anti-Bachar el-Assad. Et vous comprenez où je veux en venir. Si la Turquie voudrait reloger des Syriens qu'elle ne supporte pas sur son territoire, parce qu'en Turquie, il y a quand même un très fort nationalisme, et on parle souvent de xénophobie en France. Si on va en Turquie, il y a la vraie xénophobie. Hein. Il n'y a pas du tout d'amitié entre Turcs et Arabes, surtout au niveau des nationalistes. C'est vraiment un sujet important pour Erdogan. C'est une pierre d'achoppement, et beaucoup de nationalistes aimeraient qu'Erdogan se débarrasse de ces gens. On le reproche parfois d'avoir trop donné aux Syriens, parfois de leur avoir même donné la nationalité de manière abusive. C'est un thème qui déplaît énormément aux Turcs d'avoir tant de Syriens sur leur territoire. Donc pour conclure, Erdogan voudrait faire d'une pierre deux coups.
on se crée un protectorat dans le nord de la Syrie, tout en prétendant être pour l'intégrité territoriale de la Syrie. Et dans ce protectorat, on reloge des Syriens gênants en Turquie, dont la Turquie ne veut pas. C'est un gros problème de politique interne. Et en même temps, on refourgue des milices syriennes, turkmènes de Syrie ou syriens arabes, entraînés par des Turcs, que ce soit des djihadistes qui sont contrôlés dans la zone pro-turque de Idlib ou carrément des proxys de la Turquie, de l'armée nationale syrienne. Eh bien, on en profiterait pour peut-être attaquer les forces kurdes et réduire leur territoire à 4 fois moins de volume. Et ça, c'est l'objectif des Turcs. Et bien entendu, Bachar al-Assad, qui a un petit côté autiste et psychopathe, comme dit mon amie Randa Syrienne, non pas psychopathe, mais psychorigide plutôt, avec qui j'ai écrit un livre, Randa Kassi, j'ai écrit Le chaos syrien avec elle. Elle suit bien sûr chaque minute ce qui se passe en Syrie, et elle est en contact avec les gens de Alep, dont elle est originaire, et elle me disait qu'en fait, les Kurdes aujourd'hui jouent un jeu eux-mêmes assez trouble, et elle me disait surtout que la Syrie de Bachar al-Assad a fait l'erreur tactique de ne vouloir aucune amélioration, aucun accord avec aucun autre acteur que un peu les Russes et surtout les Iraniens. Et ce refus de dialoguer avec les Turcs est arrivé à aboutir à la situation actuelle. Et enfin, dernière chose qu'on peut souligner, c'est que la Syrie a fait une erreur énorme sous Bachar al-Assad ces dernières années. Depuis la fin de la guerre civile syrienne, enfin le gros de la guerre civile syrienne la plus chaude, c'est-à-dire ça a commencé à se calmer entre 2017, 2018, surtout 2019, eh bien la Syrie n'a rien fait pour s'équiper. La Syrie n'a rien fait pour obtenir des drones. La Syrie n'a absolument rien fait pour se préparer à une revanche qui était écrite dans le marbre. C'était certain que les djihadistes qui étaient, pour nos auditeurs, il y avait eu des accords d'Astana pendant la guerre civile syrienne, où les Russes et les Iraniens avaient dealé avec les Turcs, et les Turcs devaient récupérer des djihadistes de toute la Syrie et les cantonner dans le nord-ouest et les désarmer. La Turquie ne les a pas désarmés, elle les a utilisés pour faire des milices avec Sadat, la société militaire privée Sadat, et la Turquie les a même entraînés, elle les a recyclés, elle les a utilisés plutôt que de les désarmer. Donc on savait depuis très longtemps que les djihadistes et autres islamistes du nord-ouest de la Syrie sous zone turque allaient un moment ou un autre attaquer le régime syrien dès lors qu'il serait faible. Et là, la fenêtre de tir, elle était unique. À la fois les Russes occupés en Ukraine et les Iraniens affaiblis au Liban. Et là, effectivement, ça permet aux complotistes de dire que c'est un coup d'Israël, ce qui n'est pas vrai. Mais il est vrai que l'affaiblissement du Hezbollah par les attaques israéliennes en Liban ou en Syrie a coupé la route d'approvisionnement du Hezbollah, et ça a énormément affaibli la capacité du Hezbollah à défendre le régime syrien. Donc ce double événement, ce qui se passe Syrie, Liban, Israël, et de l'autre côté l'Ukraine, a fait perdre l'attention et de l'Iran et de la Russie. Les deux protecteurs du régime de Bachar al-Assad étaient occupés à autre chose, puisqu'ils avaient des guerres directes avec leurs ennemis respectifs. Et voilà pourquoi c'est le moment qu'ont choisi les milices islamistes et les milices de l'ANS pour attaquer le régime syrien. Et qu'en est-il des Américains? Quid des Américains? Quelles sont les différentes interventions, ingérences américaines dans ce conflit? Alors, l'Amérique, on a deux hypothèses. La première, enfin plutôt deux questions, ou une question et une constatation. Pour ce qui concerne l'HTS, Hayat Tahrir al-Sham, donc le mouvement djihadiste ex-Al-Qaïda, qui serait devenu plus ou moins modéré, etc., on n'a pas de preuves au moment où je parle, y compris en s'adressant à des gens qui sont sur zone ou qui sont dans les milieux, je dirais, de renseignement et qui connaissent quand même assez bien, je ne parle pas des analyses journalistiques, mais les gens qui sont sur le terrain ou qui ont des vrais renseignements, apparemment, ils me disent qu'on ne peut pas affirmer qu'il y a une aide américaine en ce moment. De la même manière, on ne peut pas affirmer qu'il y a une aide directe israélienne, encore moins. Israël, contrairement à ce que disent certains, n'a aucun intérêt à ce que la Syrie devienne un djihad land. Et elle n'a aucun intérêt à ce qu'il y ait trop d'interlocuteurs. Elle a plutôt un intérêt à ce que Bachar al-Assad reste en place, revienne dans le rang et finisse par composer avec celui qui serait le moins préjudiciable à sa survie. Donc Israël et l'Amérique peuvent profiter bien sûr de cette situation.
Bien évidemment, Israël, parce que un djihadiste sunnite d'origine salafiste déteste les chiites, déteste le Hezbollah, et contrairement au Hamas, c'est les sunnites qui ne vont pas faire d'accord avec le Hezbollah, parce que le Hezbollah les a massacrés. Donc il n'y a aucune possibilité de réconciliation entre les djihadistes sunnites qui ont pris Alep et le Hezbollah. Donc certes, que Israël en bénéficie, oui, que Israël soit derrière, on ne peut pas l'affirmer. Encore moins, ou pas plus, les Américains, qui peuvent en bénéficier. Pourquoi ils en bénéficient? Parce qu'il est vrai que si l'incursion de Koursk le 6 août dernier a été appuyée par les Américains, c'est parce que ça permettait de tenter de dégarnir le front ukrainien, c'est-à-dire d'obliger les Russes à déplacer des soldats pour les mettre, c'était une diversion qui pouvait être utile. Eh c'est un peu pareil. En Syrie, si on peut obliger les Russes à diminuer les forces spéciales très aguerries qu'elle met sur le territoire de Koursk en Russie ou sur le territoire ukrainien, si elle était obligée d'envoyer même seulement 10 000 hommes en Syrie, parce qu'il y a quand même des bases russes en Syrie, Hamemim et bien sûr Tartus. Les bases russes en Syrie, c'est quelque chose d'extrêmement important. C'est les seules bases en Méditerranée. La Russie ne pourra pas laisser tomber le régime de Damas. Est-ce qu'elle va peut-être négocier avec les Turcs que seulement un bout devienne hors contrôle et dès lors qu'on préserve les intérêts russes, elle essaie de négocier, là, il y a des négociations en ce moment où je parle entre les ministres des Affaires étrangères russes, turcs, iraniens, ils se parlent, ils se rencontrent, ils se déplacent, donc il y a des énormes négociations. La Russie va essayer de trouver une technique pour ne pas avoir à envoyer d'hommes, préserver ses intérêts sans envoyer d'hommes. Donc elle ne va pas défendre aussi durement le régime de Bachar el-Assad que pendant la guerre civile syrienne, surtout qu'elle est déçue de Bachar qui n'a rien voulu savoir. Il veut être protégé, mais il n'écoute pas ses protecteurs. À un moment, Bachar al-Assad aura deux possibilités, soit il fuira, soit il sera tué. Il risque de finir très mal, un peu comme en Libye, parce qu'il est trop rigide. Il n'a pas l'intelligence de son père, Hafez al-Assad, qui était beaucoup plus retors, capable de négocier. Donc voilà, les Américains, par contre, du côté de l'armée nationale syrienne, donc qui ne sont pas les djihadistes du HTS, c'est le deuxième groupe, la deuxième coalition qui a conquis des zones en direction de Hama. Là, par contre, il est possible qu'il y ait une aide américaine, puisque l'aide turque est directe, et la Turquie est quand même membre de l'OTAN, et il y a énormément de discussions et parfois de convergences entre Américains et Turcs, même s'ils ne sont pas d'accord sur tout, mais on n'a pas non plus de preuves. Par contre, pour conclure sur cette question, dans le troisième lieu où il y a un affaiblissement du régime syrien, vers Deir el-Zor, donc dans l'est de la Syrie, en zone kurde, on sait que des villages qui ont été récupérés par le régime syrien au détriment des forces kurdes lorsque le régime syrien a recommencé à vouloir redéployer sa souveraineté sur tout le territoire. On sait que des zones anciennement occupées par les FDS et les YPG kurdes ont été récupérées par les forces kurdes, avec un appui direct américain, au moins un aval direct américain, puisqu'on le sait, il y a 1000 hommes, il y a à peu près 900 soldats américains dans l'est de la Syrie, qui sont étroitement liés aux Kurdes, malgré le lâchage par Donald Trump des Kurdes en 2018-2019, il est quand même resté une force résiduelle américaine, amoindrie mais résiduelle, de quand même 1000 hommes, avec quand même des moyens et des aides logistiques. Donc il est clair que sur les trois fronts, celui du FTS, celui de l'ANS et celui des Kurdes, c'est celui dans l'Est pro-kurdes YPG et FDS, donc les forces kurdes élargies. C'est là qu'il y a eu un soutien officiel américain pour affaiblir le régime syrien. Donc ce que l'on peut affirmer, c'est que même si les Américains n'aident pas forcément directement les djihadistes syriens de l'Ouest, eh bien l'affaiblissement du régime syrien est voulu par les Américains. Israël en bénéficie, mais l'Amérique le veut vraiment. Et l'Amérique donne des gages, soit des permissions à l'ouest, soit des aides à l'est. Pourquoi ? Eh bien tout simplement pour affaiblir le front ukrainien pour les Russes, pour obliger les Russes à être empêtrés dans d'autres zones, ce qui risque de faire une diversion et de dégarnir, certes, même si c'est 5000 hommes, les Russes sont quand même à 5000 hommes près, même si on dit qu'ils sont en train d'entraîner, de finir l'entraînement de 300 000 nouveaux soldats russes, ce qui est possible, hein, apparemment ça a été dit, mais pour l'instant, si les Russes ont besoin parfois de miliciens colombiens, yéménites ou nord-coréens, ça prouve qu'ils ne rechignent pas sur quelques milliers d'hommes.
Donc, ça va être problématique pour les Russes d'envoyer des Spetsnaz ou d'autres forces spéciales, ou même des gens de Wagner. C'est plutôt les gens de Wagner qui ont combattu à Alep pendant la guerre civile syrienne, qu'on appelle maintenant Afrika Korps, la fameuse milice Wagner. Même si on envoie des gens de Wagner, ce sera en moins à envoyer en Ukraine. Donc, l'intérêt américain est évident, affaiblir le régime syrien, mais jusqu'à un certain point. C'est-à-dire faire tomber Damas, non. Faire tomber Bachar al-Assad, je ne pense pas que ce soit la stratégie américaine. Par contre, lui donner une sacrée leçon pour l'obliger à négocier avec les Turcs une zone de protectorat turc dans le nord, ça c'est très possible. On parlait tout à l'heure de la Libye. Est-ce que c'est un scénario qui va finir comme le scénario libyen, c'est-à-dire non pas des clans qui contrôlent le pays, mais du coup ici plutôt des intérêts ethnico-culturels? Alors, le scénario libyen n'est pas impossible. La seule différence, c'est comme une différence de taille. Il n'y avait pas de base officielle qui accède à la Méditerranée russe en Libye. Donc, je dirais, ce n'est pas du lourd autant que la Libye. Et les intérêts iraniens sont existants, mais quasi nuls comparés aux intérêts parce que pour nos éditeurs, la Syrie permet aux Iraniens, via l'Irak, via la Syrie, d'alimenter le Hezbollah et d'arriver au dossier israélo-palestinien. Donc l'ambition du régime iranien, depuis même avant l'islam, depuis l'Antiquité, l'Empire iranien a toujours voulu accéder au Proche-Orient et à la Méditerranée, y compris la Grèce. À un moment, même la Grèce et une partie du Caucase ont été sous l'influence du régime iranien. Et les Arméniens en savent quelque chose, puisque eux-mêmes ont été dans le régime, dans l'empire iranien. Donc la volonté, au-delà des régimes et des religions, depuis des milliers d'années, l'Iran a toujours voulu accéder au Proche-Orient, et la Syrie est absolument centrale, comme le Liban, pour permettre via l'Irak à l'Iran, d'où l'importance aussi du contrôle de l'Irak. Paradoxalement, pour nos auditeurs, le contrôle de l'Irak, d'une partie de l'Irak par l'Iran, a été favorisé par la stupide guerre américaine de 2003, qui a abouti en fait à donner toute la partie chiite de l'Irak aux Iraniens. Donc depuis 2003, les Iraniens, si on a une carte, on le verra sur la carte, les Iraniens via l'Irak et la Syrie, il y a un lien direct entre Iran, Irak, Syrie et les frontières directes. Après on arrive Syrie, Liban, et Liban, on arrive à Israël. Donc c'est fondamental pour l'Iran et la Russie. Les Russes parce qu'ils ont des bases militaires, les Iraniens parce qu'ils ont besoin de la Syrie pour accéder au Proche-Orient. La Russie et l'Iran vont aider le régime syrien, c'est certain. C'est pas sûr qu'ils y arrivent parce qu'ils sont occupés à autre chose, surtout les Russes, mais ils ne vont pas lâcher Damas, tandis que la Russie, qui était déçue que le régime libyen tombe et que les services secrets anglais, français et américains aient entraîné des régimes, des milices islamistes. Il faut savoir que en Libye, on a des gens qui sont des anciens d'Al-Qaïda, qui ont formé des milices, un peu comme le HTS en Syrie, comme par exemple Belhaj. On a des gens, le gouverneur militaire de Tripoli, on a des anciens d'Al-Qaïda qui se sont relookés, comme le HTS en Syrie, qui ont dit qu'ils avaient renoncé à Al-Qaïda, qu'ils étaient devenus respectables, mais qui n'ont pas beaucoup renoncé au niveau idéologique, et on les a mis à la tête des structures militaires de la Libye de l'Ouest pour tuer Kadhafi. Je ne pense pas que ça soit aussi facile pour les Américains d'en finir avec le régime syrien, parce que derrière, il y a l'Iran et il y a la Russie, et avec des bases russes militaires en Syrie, la Russie ne lâchera jamais la Syrie alawite. La Russie pourra peut-être lâcher un bout de Syrie, mais la Russie ne pourra pas lâcher Hmeimim et Tartus, là où il y a des bases russes, c'est-à-dire la zone alawite. Alors, pour terminer, dernière nouvelle qui est inquiétante pour le régime syrien, certaines minorités commencent à lâcher le régime syrien, peut-être pas les alaouites, parce que c'est une question de survie pour eux, mais les Druzes. Les Druzes de Syrie, qui sont très liés secrètement aux Druzes du Liban et surtout aux Druzes de Syrie. Je dis secrètement parce qu'on ne peut pas l'admettre dans un pays arabe, mais vous savez que les Druzes sont sur 3 pays, Syrie, Liban et Israël, et les Druzes de Syrie ont leur propre agenda, et ils ont longtemps été plus ou moins liés au régime, et ils le sont de moins en moins, parce qu'ils se disent, au cas où il y a une partition, on pourra jouer notre propre intérêt. Donc si vous voulez, le régime syrien est dans une vraie menace existentielle de survie, mais ça ne peut pas finir comme en Libye, en tout cas pas aussi facilement. Alexandre Delval, merci.
Et on se dit à la semaine prochaine pour parler du cas géorgien et du cas moldave, où les tensions sont de plus en plus apparues. Merci en tout cas pour cet entretien. N'hésitez pas à vous abonner, c'est très important pour le référencement et pour le bien de la chaîne. À la semaine prochaine.